大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだよ。Hello tout le monde, bienvenue sur l'ASP, le podcast qui parle de cinéma asiatique chaque semaine. On est toujours vivant, ça fait un moment qu'on n'avait pas enregistré, et pour ça je suis toujours en compagnie de Kiko. Salut, ça va? Hello, ça va? Et toi? Bah ouais, très bien. Ravi de retrouver le micro. Bah ouais, ça faisait très Faut que j'arrive longtemps. à le redompter celui-là. Ça va être compliqué. On va y arriver. Déjà que j'ai mis 3 ans pour arriver à faire quelque chose de potable. Mais non, je suis sûre que ça va le faire. Ouais, ça va le faire. On a la foi, on y croit. Oui. Donc aujourd'hui, nouveau concept, pour ceux qui n'ont pas eu l'info sur le dernier épisode. On a changé notre pioche, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une pioche avec une vingtaine de films à chaque fois par pays, on va avoir plutôt une pioche qui va nous déterminer quel pays on va faire. Et chacun à tour de rôle, on va choisir 3 films, donc un japonais, un coréen et un chinois ou hongkongais. Et la pioche décidera quel pays on va prendre. On a une petite case bonus qui permettra à la personne qui hoste d'imposer le pays à la personne qui est censée choisir normalement son film. Yes, tout à fait. Voilà. Et on a fait ça parce que on avait envie de se refaire des films. Ouais. On a une grosse collection qui grossit, mais qui n'est pas visionnée. Qui ne tombe pas dans la liste. Ouais, c'est un petit peu de frustration qui arrive. C'était bien frustrant. Surtout que les derniers épisodes qu'on a fait, c'était, on va dire, pas les films les plus connus, même si ça nous a fait plaisir de les voir. Et en fait, on se rend compte que finalement, c'est pas ce que le public demande. Le public demande du sang. Ah non, pas que. Il demande aussi des films qu'ils connaissent. Évidemment, vu que le cinéma asiatique, c'est déjà quelque chose de niche, si en plus c'est des films qu'ils ne connaissent pas, il y a beaucoup moins d'écoute. Et les derniers, en plus, étaient des films quasiment shadows. Donc, c'était pas mal de films obscurs. Il y a eu très très peu d'écoute, à part Run and Kill, où il y en a eu pas mal quand même. Ouais. Run and Kill, je pense parce que comme c'est une catégorie 3, les gens, ils aiment le sang. Pinage. Donc, ils sont venus pour le sang. Et donc, voilà, je pense que c'est pour ça que ça a marché. Puis les autres, c'était, voilà, ça reste des petits films. Même nous, on l'a dit, c'est pas c'est pas d'énormes chefs-d'œuvre, mais donc voilà. Et en plus de ça, ça nous permet aussi de nous choisir selon notre humeur. Oui, carrément, parce que c'est vrai que des fois, la pioche fait bien son taf, donc on a eu des bonnes surprises. Et puis d'autres fois, on se retrouve pas forcément avec ce qu'on a envie. Donc on y reviendra peut-être, mais pour l'instant, on a envie de se faire un peu plaisir aussi, donc on profite. C'est pas une nouvelle saison, mais comme on a fait un petit break, et on revient avec un petit nouveau concept. Quoi. Ouais, puis c'était, encore une fois, c'est mon idée. Alors, je pense qu'à ça, moi, je chercher des idées à la con. Mais en fait, moi, ce qui m'a donné envie de le faire aussi, c'est que on gagne de plus en plus d'écoute. Merci. Ouais, merci beaucoup, parce que cette année, on a quasiment triplé les écoutes, ce qui est totalement surréaliste pour nous. Carrément. Et donc, on s'est dit que si on continue à faire des films obscurs, on risquerait de perdre pas mal de personnes. Et je me suis dit, autant qu'on se fasse plaisir, nous, mais aussi qu'on essaie de sortir de notre collection des films tantôt classiques ou tantôt qui intéresseraient le monde. Ouais. Et qui nous intéresseraient, nous aussi en l'occurrence. Donc voilà, on s'est dit, autant se lancer là-dedans, puis se faire plaisir, plutôt que de continuer avec le concept de base qui était cool pour nous, parce que nous, ça nous permettait aussi d'aller chercher des films qu'on n'avait pas forcément envie de voir tout de suite. Moi, je me permets juste de dire, enfin, là, c'est entre nous, mais qu'on aille chercher de temps en temps des trucs un peu obscurs. Ah de toute façon, moi, il y a des films que je sais que j'ai envie de voir, qui sont pas forcément très connus, et donc c'est pas grave, quoi, tu vois, je veux dire, c'est des films que je vais quand même mettre. Après, je pense que je mettrai un peu, ce sera vraiment en fonction de l'humeur aussi, de ce que j'ai envie de voir, plutôt que... Donc, on passe à l'épisode, on va pas refaire tout le concept. On a cet épisode qui est numéro 74. Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler de Concrete Utopia. Donc, c'est toi qui as choisi ce film-là. Oui, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu l'as choisi ? Alors, pour ceux du fond, ceux qui n'ont pas suivi la fin de l'épisode dernier, j'ai choisi celui-là parce qu'on l'avait mentionné dans un de nos épisodes. Je crois que c'était sur J'ai rencontré le diable, un truc comme ça. On a eu un petit débat sur le renouveau du cinéma coréen. Et on a eu un débat un peu houleux, si je peux me permettre.
parce que moi, j'étais resté sur une position où je disais que le cinéma coréen aujourd'hui, pour moi, il est devenu... il est rentré dans une spirale un peu hollywoodienne et un peu... On va faire du fric avec ce qu'on sait déjà faire. Parce qu'on l'a déjà su faire à l'époque, et donc on va répéter des formules et ainsi de suite. Et on a donné des exemples sur des derniers films que nous, on a vus, les derniers gros blockbusters coréens qu'on a vus dans le podcast et qu'on a mentionné, comme Concrete Utopia, justement. Et on s'est dit, justement, oui, bah c'est pas ces films-là qui vont rester dans le temps, parce que c'est des films sympas, mais sans plus. Donc, pour ceux, ceux du fond, encore une fois, ouvrez vos oreilles, parce que je vais pas répéter 50 000 fois. Non, je déconne, bien sûr. Mais on l'avait mentionné, des films comme Seobok, Exuma, 500 mètres sous terre, les derniers, on va dire les films les plus récents que nous, on a vus. Et on s'est dit que c'était des films qui avaient fonctionné en Corée du Sud et qui se sont vachement bien exportés chez nous, mais qu'au final, bah, ça reste des films corrects, mais sans plus, encore une fois. On avait mentionné effectivement qu'on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de films qui avaient été commandés exprès pour l'exportation, en fait. Et donc, on se retrouve avec une façon de réalisation un petit peu universalisée. Et on perd la touche coréenne qui, justement, nous plaisait beaucoup sur le cinéma qu'on a découvert dans les années 2000-2010, quoi. Tout à fait. Et on avait même parlé du cinéma indépendant, que moi, je trouvais quasiment inexistant. Même qui n'existait même plus. Bah moi je vais profiter aussi de cet épisode pour faire mon laïus parce que il y a un film coréen indépendant qui est en train de faire énormément parler de lui en ce moment, et donc bah il est sorti exprès pour me contredire. Ils ont pensé à toi, je suis sûr. Voilà, donc c'est parfait finalement, parce que on se posait des questions. Moi j'étais persuadé de certaines choses, et donc bah nous on n'est pas journaliste, on n'est pas reporter, donc nous on parle de ce qu'on voit, de ce que nous on connaît. Et finalement, je me suis peut-être un peu trop emporté, et donc bah ça va me permettre aussi d'apporter un peu plus de réponses aux questions que nous on se posait dans un épisode passé. Donc bah finalement c'est parfait. Et puis donc pour revenir à ta question, j'ai choisi Concrete Utopia pour tout ça, parce qu'on avait mentionné Concrete Utopia comme un dernier gros blockbuster qui avait fait un carton en Corée du Sud. Donc celui-ci est sorti en 2023. Bah je me suis dit autant continuer sur notre lancée et continuer à, j'allais dire à descendre, mais continuer à constater que le cinéma coréen est bel et bien mort et enterré. Je fais des gros guillemets, bien sûr, c'est pour faire du rage baiting. Mais voilà, c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas aller voir Concrete Utopia et pour une fois sceller ce débat et de dire que oui, bah le cinéma coréen est toujours là. Il a du mal à se renouveler ou non. Et ça, on va essayer d'y répondre après ce visionnage-là. Très bien, bah je propose qu'on y aille. C'est parti. 식량 금방 다 떨어질 텐데 이걸 어떻게 감당합니까? 다 같이 살자는 거예요? 다 같이 죽자는 거지? 우리 함께 다 같이 잘 살아봅시다. 성부와 같은 주민이 아닌 분들은 단지 밖으로 나가주시면 감사하겠습니다. 사람이 어떻게 그래? 우리 주민들, 내 가족들은 절대로 지키자. On est de retour après le visionnage de Concrete Utopia, mais alors assez loin, parce qu'on est sur une après-séance très très tiédasse aujourd'hui, vu que le film on l'a vu il y a à peu près 15 jours. Tout à fait. D'habitude, on essaye toujours de voir le film juste après l'avant-séance et de surtout faire l'enregistrement juste après le visionnage du film. Et malheureusement, ça a été compliqué. Donc, on a dû attendre un petit peu. Et voilà, donc on va essayer d'être le plus clair possible et avoir un maximum de détails. Mais excusez-nous si justement il y en a pas mal qui passent à la trappe parce que le film est un petit peu plus froid que d'habitude. On risquerait d'oublier pas mal de choses, savoir qu'est-ce qui va nous rester du film et qu'est-ce qui ne va pas rester. Donc, ça va être un exercice en plus. Ouais, voilà. Donc, Concrete Utopia, c'est un film catastrophe sud-coréen sorti en 2023 et réalisé par Tae-hwa. En acteur principal, il y a Lee Byung-hun qu'on ne présente plus vu qu'il a déjà fait partie de plusieurs films du podcast. Dans les co-stars, moi je connais personne. Il y a notamment donc Park Seong-joong et Park Bo-young qui sont les deux acteurs-actrices secondaires, on va dire juste en dessous de Lee Byung-hun. Voilà. Est-ce que tu nous fais un petit résumé ? Je peux faire ça. Donc comme tu l'as dit, c'est un film catastrophe. Donc ça se passe à Séoul après un tremblement de terre qui aura rasé
quasiment au complet la capitale, excepté un immeuble résidentiel où va se passer la majorité du film et qui sera le sujet du film en lui-même. Donc, dans cet immeuble résidentiel, on va suivre un jeune couple, qui ont été fraîchement propriétaires de leur appartement. Donc, en fait, il y a une espèce de micro-société qui va se créer dans cet immeuble. Les résidents vont accueillir les survivants de l'extérieur. Et sauf qu'à un moment donné, ça va plus trop plaire parce qu'il va commencer à y avoir pas mal de monde et ça va commencer à être un peu le chaos. Et à la suite de ça, en fait, ils vont voter une loi en interne pour dégager les résidents, enfin les non-résidents, les non-résidents, merci, pour que les résidents puissent jouir de leur bien le plus précieux, même dans un monde où l'économie n'a plus sa place. C'est ça, tout à fait. Et donc, c'est toi qui l'as choisi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Bah écoute, moi j'ai beaucoup aimé. C'est un film, justement, comme je l'avais dit en avant-séance, je crois, c'était à 2 semaines, donc c'est plus très frais, mais j'avais dit que je voulais voir un film récent, sud-coréen, parce qu'on a eu un débat pour savoir si le cinéma sud-coréen arrivait à se renouveler, s'il était toujours aussi bien, si même certains films, même s'ils fonctionnent à l'étranger ou même dans son pays. D'ailleurs, je peux me permettre de rajouter un peu de complément au film. Donc effectivement, ce film-là, il a eu un énorme succès, non seulement en Corée du Sud, mais en plus à l'étranger. Ouais. Il faut savoir que c'est le film qui a été choisi pour représenter la Corée du Sud dans le meilleur film international aux Oscars 2024. Ok. Donc c'est quand même une pièce maîtresse, on va dire, de cette année. Actuel, quoi. Et du cinéma actuel. C'est un film qui a eu un énorme impact, qui a eu de très très bons retours critiques en général. Puis en plus de ça, il y a un film qui s'appelle Badland Hunters. C'est un film qui est sur Netflix, qui fait partie de l'univers Concrete Utopia. Ah ok. Donc c'est j'avais vu passer ce film-là, mais j'avais jamais vu qu'il y avait un lien entre les deux. En fait, c'est un film qui partage le même univers post-apo. Okay. Donc c'est à la suite de Concrete Utopia. Donc ça, je crois que ça se passe pas mal d'années après. Ok, d'accord. On n'a pas vu le film, mais je me dis que ça pourrait être pas mal de le rajouter pour apporter un complément peut-être à Concrete Utopia, même si j'ai entendu dire que ça n'avait strictement rien à voir, et qu'en plus de ça, au lieu d'être un film dystopique, post-apo, avec une critique sociétale, c'est beaucoup plus un film d'action. Ouais. En plus, dedans, il y a Ma Dong-seok, si je dis pas de bêtises, je crois que ça s'appelle comme ça, le gros baraque qu'on voit dans le dernier train pour Busan, ou même dans certains films américains comme L'Éternel, tout ça. Donc oui, pour revenir au débat de base, moi j'avais choisi ce film parce que je voulais me réconcilier avec le cinéma coréen récent, on va dire, parce que j'étais resté sur un constat un peu nostalgique, où je disais que oui, pour moi, l'âge d'or, on va dire, de la nouvelle vague du cinéma coréen, c'était entre 2000 et 2010 en général, quoi. Et vu que j'avais mentionné quelques films récents qui m'avaient pas déçu, que j'avais aimé, mais qui pour moi ne rentraient pas dans cette catégorie-là. Dans la catégorie, on va dire, chef-d'œuvre, voire classique du cinéma coréen. Bah en fait, je me suis dit, il faut que je redonne encore une chance à certains films récents. Et donc, en l'occurrence, j'ai choisi celui-là, vu que c'est un récent qui a percé à l'étranger. Je me suis dit, allez, on va redonner sa chance. Et donc, oui, moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a eu un peu un double avis pendant mon visionnage, parce que le film, il est découpé en 2 segments. Et les 2 segments, en fait, sont intéressants, on va dire, individuellement. Mais je trouve que quand tu les colles l'un à l'autre, il y a moins de consistance, en fait, sur la durée du film. Mais donc voilà, je vais arrêter là pour le premier tour de table, on va dire. Après, je donnerai ma note à la fin, mais où j'ai beaucoup aimé. Ok. Et toi ? Moi, c'est un petit peu plus mitigé. C'est un film qui est très bien fait, ou qui fonctionne sur plein de trucs. Je veux dire, le décor, le principe de cette ville-là est super. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi le fait de commencer direct dans le vif du sujet, de pas avoir la vie de chacun après le séisme, après ce qu'on a beaucoup comme rythme dans les films catastrophes. Donc on a le avant, la catastrophe, et après la vie d'après. Donc là on arrive direct dedans, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Mais en fait c'est un film qui m'a pas du tout surpris en rien, et donc qui m'a laissé un peu froide, tu vois, c'est-à-dire que je me suis pas ennuyée ou quoi que ce soit, mais c'est pas un film qui est allé vraiment me chercher, et voilà, en gros, peu importe ce qui se passait, j'avais pas de surprise ou d'enjeux ou d'attentes super fortes, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de choses aussi qui restent des classiques un petit peu aussi du thriller et donc ou même du film catastrophe.
Et donc voilà, moi, c'est pas pour moi un mauvais film. C'est vrai que c'est un sentiment un peu bizarre. C'est parce que je trouve qu'il est extrêmement bien fait et il mérite effectivement sa place dans les films hauts du cinéma coréen d'aujourd'hui. Mais ouais, moi, je pourrais pas le mettre dans l'âge d'or non plus. Et c'est pas un film que je regarde avec beaucoup de passion, on va dire, quoi. Tu vois. Après, est-ce que c'est un film qui est là pour être passionnant? Je sais pas. Ça peut quand même, parce que je veux dire, il y a plein de films justement qui amènent toute cette dimension du lien humain et la création de la communauté, surtout dans des films post-apo. C'est clairement, généralement ce schéma-là qui est fait. En gros, c'est des gens qui sont des personnes lambda avec leurs valeurs, comment elles changent du tout au tout à partir du moment où un privilège est menacé. Et donc, voilà, le fait de se créer une communauté, de s'organiser pour pouvoir subvenir dans le temps, survivre dans le temps, tout ça, c'est des choses qui peuvent être passionnantes. Mais comme c'est des choses qui sont déjà faites et refaites, il faut arriver à le faire avec un œil un petit peu plus neuf. Moi, j'ai pas réussi à trouver, je l'ai trouvé assez neuf, moi. Même si, tu vois, je trouve que, justement, de la satire sociale, on le retrouve beaucoup chez Bong Joon-ho. Ouais. Récemment avec Parasite. Et moi, je trouve que il y a un peu un lien avec Snowpiercer de Bong Joon-ho, justement. Avec cette catégorie de classe, avec ce côté, on va dire, qui arrive plus tard dans le film, mais le côté ultra-fasciste, où en fait, on va diviser les personnes, parce que le bien, en l'occurrence dans le film, la résidence, est devenue une denrée rare, parce qu'il y en a plus. Oui, c'est ça, c'est d'avoir un toit en plein hiver coréen, sachant que l'hiver est quand même très très rude aussi là-bas. Donc ce qui permet de jouer avec l'être humain, ce qui permet aussi de montrer une supériorité, ce qui est paradoxal parce que dans le film on apprend que cette résidence-là, avant la destruction de Séoul, c'était une résidence quelconque. Oui, complètement. C'était pas une résidence de bourge ou ultra riche. Et à la suite du tremblement de terre, c'est devenu le paradis sur Terre. Le paradis sur Terre, exactement. Est-ce que j'ai trouvé ça? Et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant et où, moi, je trouve le regard neuf, comme tu dis, ce côté de micro-société et ce côté où on va suivre 3 personnages qui sont hyper importants dans le film. 3 personnages qui, pour moi, sont super bien écrits, qui sont complètement différents. Donc déjà, il y a le couple, le personnage du mari, donc du jeune couple, qui s'appelle Min Sung dans le film, et lui représente, entre guillemets, c'est la personne lambda, c'est l'homme ordinaire du film, tu vois. C'est celui qui est pas pour la violence, mais qui va suivre un mouvement. Parce que en fait, il pense aussi au bien de sa famille et au bien de sa propre vie. Et puis il veut protéger ce qu'il a, quoi. Tu exactement. vois, donc c'est celui c'est le personnage en fait où la majorité des spectateurs vont s'identifier. À côté, t'as sa femme, donc je sais plus sa copine ou sa femme. Je crois qu'ils sont mariés. Oui, je crois que c'est pareil, c'est récent. Ouais, et puis ils sont très jeunes, donc. Et donc à côté, il y a sa femme qui, elle représente, on va dire, la conscience morale. Oui, puis elle est infirmière en plus, donc il y a vraiment ce côté du bien, de ce serment d'aider son prochain, quoi. C'est ça. On va beaucoup plus s'attacher à sa vision des choses. Dans la deuxième partie du film, justement, c'est elle qui va être, on va dire, l'élément central du film qui va nous permettre de résoudre un mystère qui va arriver. Donc ça, on en reviendra sans doute après. Et il y a le troisième personnage qui est joué par Lee Byung-hun, donc qui s'appelle Yong-tak. C'est un personnage à la base qui est invisible dans l'immeuble. C'est la personne qui se révèle parce qu'il va se transformer en espèce de super-héros où il va arriver à éteindre des feux, à sauver du monde. Et qui va devenir un leader naturel par la force des choses. Et à partir de ce moment-là, on va voir que c'est quelqu'un qui est justement ultra violent, ultra dans le fascisme, justement, qui voudra éjecter les non-résidents, même s'il faut utiliser la force pure. Tout ça pour dire que ces 3 personnages-là, pour moi, sont super importants, non seulement dans le film, mais sont aussi super importants pour représenter ce monde dystopique où la loi et la morale est remis en question. Oui, complètement. Et c'est vrai que ce schéma de remettre en question la morale dans un film dystopique, c'est très fréquent, en fait. Je suis d'accord avec toi, oui. Je veux dire, tu prends ne serait-ce que Walking Dead, je veux dire, c'est ça à chaque épisode, en fait. Oui, c'est vrai. Ils arrivent à un endroit, ils se créent une communauté, et au final, la partie qui est la plus difficile, c'est pas forcément les éléments, les zombies ou quoi que ce soit, ça va être l'être humain. Donc, moi, c'est quelque chose que je trouve très intéressant parce que c'est toujours des sujets, moi, qui me passionnent, justement, comment l'humain va changer, va arriver à soit rester fidèle à ses valeurs et au contraire, comment on peut arriver à les briser et pour quelles raisons. Et je trouve que justement dans ce film-là,
pour moi, ce qui est amené, ce qui est apporté, c'est bien fait, mais ça révolutionne rien. Et donc, au final, moi, j'ai pas été embarquée, en fait, dans ce scénario-là, en fait, dans ce qu'il me proposait. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, oui, je comprends. Mais moi, ce que j'aime moi, je parle de nouveaux regards, même si c'est vrai que ça va être paradoxal, parce qu'on l'a peut-être déjà vu dans le cinéma sud-coréen, notamment avec un film qu'on a fait récemment, 500 mètres sous terre, où justement, on apprend très clairement que être propriétaire de son appartement, c'est le Graal ultime en Corée du Sud. C'est c'est un palier social à atteindre pour être quasiment intouchable, on va dire. Oui. Et c'est d'ailleurs un point je trouve, qui est amené assez subtilement dans Concrete Utopia, où par exemple, il y a aussi... C'est ce point de vue-là que j'aimais. C'est pareil, ça c'est des choses que je trouve intéressantes, qui sont amenées, je pense, quand même en subtilité, parce que c'est pas le sujet du film, et donc il n'y a pas besoin d'en faire un élément central. Mais par exemple, à un moment, ils remettent même en question la façon dont les gens sont devenus propriétaires. Donc, par exemple, ce jeune couple, pour accéder à la propriété, ils ont fait un prêt, comme 90% de la population. Et en fait, en Corée, je pense que ceux qui ont réussi à être propriétaires il y a plusieurs décennies ont pu le faire sans prêt, ou du moins avec des prêts plus courts, donc ils ont réussi à finir leur... Et donc il y avait aussi de remettre en question ça. Et ça, je trouvais ça super intéressant. J'étais un peu frustrée qu'ils n'aillent pas plus loin, même si je comprends que c'est pas un sujet forcément que les gens veulent voir dans un film catastrophe comme ça. Mais voilà, moi je trouvais ça intéressant. Est-ce que justement on va continuer à hiérarchiser encore, même dans les résidents? Et c'est ce qui se passe. Qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est justement ce jeune couple, ils sont propriétaires que depuis récemment. Sauf que dans cette utopie, dans cette concrète utopia, bah la valeur de l'argent n'existe plus. C'est ça. Donc techniquement, en fait, il y a une espèce de jalousie et de fracture entre résidents, parce qu'il y en a, ça fait des années qu'ils sont là, donc ça fait des années qu'ils payent mensuellement ou à la semaine, je sais pas comment ça fonctionne là-bas en Corée, leur appartement. Sauf que eux, en fait, ils sont considérés comme propriétaires, mais finalement, ils ont pas payé grand-chose. Par rapport à d'autres personnes. Oui, c'est ça. Et même un truc qui est intéressant, c'est justement, tu parlais du fait que avant la catastrophe, la tour, c'est une tour lambda en fait. Et il y avait effectivement avec d'autres tours plus prestigieuses dans le voisinage, un peu une guéguerre, quoi, où justement les autres allaient les regarder un peu de haut avec dédain. Oui, parce que celui-là, c'était un bâtiment un peu défraîchi. Voilà. Et tout autour, tu avais des constructions toutes neuves. Plus bourgeoises. Et donc, il y a ce côté aussi un peu de revanche, quoi. De dire, tu nous as pourri la vie parce que tu étais au-dessus de nous. Bah, maintenant, c'est nous qui avons l'ascendant. C'est nous qui avons le contrôle et le pouvoir. Et donc, en gros, reste dehors et va crever. Et c'est pour ça qu'il y a certains résidents qui prennent plaisir à justement les chasser. C'est ça. Par vengeance. Et tous ces points-là, moi, je trouve qu'ils sont intéressants. J'aurais aimé en avoir un petit peu plus que d'autres sujets, notamment le mystère. Moi, je vais pas le dévoiler parce que je trouve que c'est quand même intéressant de pas trop spoiler, mais que moi, ne m'apporte absolument rien, en fait. Tu vois, je veux dire... Bah ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pareil, je trouve que c'est quelque chose qui est déjà vu, qui a... Moi, ça m'a pas surprise particulièrement. Et donc, tu vois, tous ces petits points qui sont pas des éléments centraux de la catastrophe, mais qui amènent plus de dimension au personnage, et notamment de complexité et de un peu dualité, comment tu choisis comme je disais tout à l'heure, de rompre tes valeurs et d'aller faire des choses inhumaines. Parce que donc il faut savoir que dans le film, s'ils rejettent les non-résidents, ils les condamnent à mort parce qu'il fait -5 dehors, et ils ont pas de logement, ils ont pas de fringues, ils ont rien, il n'y a pas de nourriture. Donc ils savent très bien qu'en 3 jours, ils sont tous morts. Ouais, c'est clair. Donc voilà, à quel moment on va hiérarchiser comme ça les choses. Et ce mystère-là, moi, je trouve que il y a toute la partie avec la femme, la jeune épouse, que je trouve super intéressante, parce que justement, ça ramène aussi la question morale au centre du film. Mais ce mystère-là, moi, je trouve qu'il a pas... après, moi, c'est vrai que je l'ai catégorisé comme mystère. Nous, concrètement, dans la deuxième partie du film, qui se transforme, on va dire, en thriller, la partie thriller, en fait, elle a pas vraiment de surprise, parce que nous, on connaît... ou alors on se doute, je m'en souviens même plus, tu vois. Mais pour moi, pendant le visionnage, je savais le mystère, en fait. C'était plus de suivre les personnages annexes, comment ils allaient découvrir, j'ai peur de spoiler, mais comment ils vont découvrir, on va dire, le mystère qui entoure un personnage. Moi, j'ai l'impression qu'ils l'apprennent très tard, hein. Dans les personnages dans le film. Ouais, mais même nous, mais nous, on est plus ou moins... Oui, moi, après, je savais pas justement si c'était voulu ou pas, et peut-être que le fait que j'ai eu ce doute-là, moi, j'ai l'impression que c'était pas voulu. Mais justement, moi, je m'en suis rendu compte assez vite, et j'ai eu pas l'impression que c'était délibéré de la part du réalisateur de nous montrer ça.
de consent. Hein. Peut-être, mais tu vois, là, c'est 2 semaines, c'est peut-être trop tard, tu vois. Mais moi, dans mon souvenir, en fait, t'as l'espèce de flashback qui va montrer l'interaction dans l'appartement. Et à partir de ce moment-là, tu sais que, justement, c'est pas la bonne personne. Mais, ah oui, non, t'as raison. Il arrive peut-être sur le dernier tiers du film. Donc c'est avec une résidente, mais qui était à l'extérieur de. Oui, mais c'est la résidente en fait qui me mettait la puce à l'oreille. C'est ça. Et moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris plus ou moins que c'était pas la bonne personne. Ouais. Oh là, je commence à spoiler. Je vais me calmer. Donc je vais pas spoiler. Donc oui, la première partie, on va dire que c'est même pas un film catastrophe, c'est l'après-catastrophe. C'est juste de montrer comment fonctionne une micro-société quand il y a plus d'économie, quand il y a plus de... C'est clairement ça, c'est un groupe de personnes qui va rejeter une partie de la population pour se protéger et ensuite va s'organiser pour survivre. C'est ça. Et la deuxième partie se transforme plus en thriller, tournée autour d'un mystère. Voilà, je vais arrêter de... Et donc moi, un autre point aussi que j'ai pas particulièrement kiffé, c'était les sorties en fait pour aller chercher de la nourriture. Parce que c'est pareil, c'est des trucs qui sont vus et revus et ça apporte rien de particulièrement nouveau. Limite, je pense qu'un huis clos aurait pu être vachement plus angoissant. En fait, on n'est pas forcément obligé d'aller voir ce qu'ils vont faire en fait à l'extérieur, parce qu'on s'en doute en fait. Je veux dire. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais moi je pense que les visions de l'extérieur c'était plus pour apporter un peu plus de concret justement à cette utopia. Et de rappeler que oui, en dehors de l'immeuble, il n'y a pas de vie, quoi. Et c'est que les gens, en fait, ne survivent pas. Puis il y a un peu ce côté moral où tu as certains personnages qui vont vraiment découvrir le désert chaotique en dehors de cette résidence. Et ils vont se dire, putain, on l'a envoyé des gens à la mort. Donc tu as ce côté-là. Après, c'est toujours amené subtilement, c'est pas amené frontalement pour expliquer les choses. Mais tous ces petits côtés subtils, en fait, auraient pu être amenés différemment ou non, mais je trouve que oui, c'est peut-être un peu trop long. Ouais, il y en a plusieurs et ça prend pas mal de temps. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi, mais après c'est pareil, ça fait 2 semaines, c'est pas les scènes qui me sont restées, là tu m'as rappelé qu'il y avait des sorties, je m'en souvenais même plus. Donc moi concrètement, c'était pas ce qui me marquait le plus dans le film. Mais tu vois, moi effectivement, c'est clairement pour moi l'objectif de ces scènes-là, c'est de montrer que c'est désertique dehors et donc que c'est la mort. Et ça, je pense que tu peux le montrer autrement. Et après, de montrer qu'ils ont condamné les gens à mort. Et pareil, ça, c'est des choses qu'on peut avoir différemment, en fait. Je suis d'accord. Surtout que, on va dire qu'il y a la résidence, on va dire il y a un petit bloc, type le parking, quoi, ou la cour interne. Parce que la résidence, c'est pas juste une tour, je crois que ça fait un L ou un U. Il y a quand même un truc, ça fait c'est quand même très gros, quoi. C'est vraiment un gros truc, c'est pas un immeuble 8 étages, quoi. On aurait pu voir d'autres choses, comme ça aussi avant. Il y a un flashback aussi qui sert à rien. Il y a plein ces genres de trucs là, en fait, je trouve que ça prend de la place sur d'autres sujets plutôt de critique sociétale, de critique morale, qui auraient été plus intéressantes à développer à mon sens, quoi. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, je l'ai pas vraiment vu comme ça, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Après, moi, si je peux apporter un autre petit truc en plus, moi, ce que j'ai trouvé intéressant justement dans la réalisation du film, c'est que le réalisateur en fait a tenu à avoir le bloc réel. Donc c'est une vraie construction qui a pris 5 mois de taf, et donc il est vraiment construit à l'échelle, et en fait il voulait tourner en décor réel et non pas sur fond numérique ou alors sur fond vert. Donc juste pour ça je trouve ça super bien, parce qu'on sent le côté froid en béton, et justement il y a certains acteurs qui ont dit que ça leur a permis de mieux concevoir l'idée du film, de mieux se projeter dans leur personnage, parce qu'en fait c'était vraiment un endroit qui était... Enfin, ils sont vraiment restés ancrés dans l'univers de ce concret utopia. Donc, juste pour ça, en fait, je trouve que c'est bien. Bah, ça prouve encore une fois que c'est un film qui avait la prétention de traverser les océans. Ouais, puis sincèrement, il est vraiment bien fait au niveau graphique. Même quand il y a tous les effets pour montrer le côté désertique du séisme, voilà, les cratères, les choses comme ça, ça fonctionne très bien. Effectivement, cette barre d'immeuble, on arrive à bien se projeter dans la largeur, dans les hauteurs, entre les différents étages. Il fait partie du décor, c'est le personnage, c'est un personnage. Complètement. Et ça fonctionne bien. Ça, c'est un truc que j'ai bien aimé. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Très bien. Est-ce que tu as autre chose à dire ? Non, pas plus que ça, parce que c'est vrai que c'est un film, effectivement, qui a un peu refroidi. Mais il n'y a pas eu beaucoup de choses qui m'ont
particulièrement marqué. On va dire que la chose qui m'a plus marqué, c'était un peu cette frustration du fin du film, quoi, tu vois, de pas être, d'avoir été autant embarqué, quoi. Je pense que j'attendais un truc qui allait plus me choquer, plus me... Ouais, je comprends. Me déranger, ou tu vois, d'aller vraiment loin dans des sujets. Alors, ça va loin aussi sur certains moments, à certains moments, je dis pas ça, mais je sais pas, j'ai eu un truc qui m'a manqué et ça... Une petite frustration. Ouais. Est-ce que tu as une scène préférée ? Ouais, moi j'ai une scène préférée, c'est justement la scène de réunion entre tous les résidents. Ouais. Et justement où ils font le vote de savoir s'ils doivent chasser les non-résidents ou pas. Et suivi par un espèce de vote, de bulletin secret là. Et donc cette scène-là, je l'ai beaucoup aimée parce qu'elle raconte beaucoup sur la personnalité et sur l'hypocrisie des résidents. Ouais. Et moi, j'ai trouvé très très bien. Et notamment, en plus, le personnage de Lim Jong-un, tu sens qu'il y a un malaise autour de ce personnage-là. Tu le sens très clairement dans cette scène-là. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est une bonne scène qui arrive assez tôt en plus, donc qui met bien le ton. Et toi ? Moi, pendant longtemps, j'allais dire aucune. Après, c'est plutôt des scènes assez courtes, mais c'est les scènes avec un des voisins. Et notamment, il y a un plan où ils vont marquer l'appartement, en fait. Et on va voir plein d'appartements qui sont marqués d'un gros trait rouge. Donc, tu as une vue assez éloignée où on voit l'immensité, justement, de la tour. Sachant qu'en plus, c'est une fraction de la tour qu'on voit. Et je trouvais ça bien parce qu'en plus, ça ramène aussi vraiment dans un contexte de guerre, des choses qu'on a pu voir historiquement. Les trucs qu'on a vus à l'époque des nazis, quoi. C'est ça. C'était les personnes qui cachaient les juifs. Cette histoire de peinture, c'est un peu la même chose. C'est de dire que on chasse les résidents qui ont essayé de cacher des non-résidents. Voilà. Et donc, il y a vraiment ce plan-là que je trouve très, très bien, très fort. Et après, il y a aussi, comme je disais, toute l'histoire entre la jeune épouse et un des voisins qui pour moi fonctionne bien. Et puis après il y a une scène où la scène du cratère, je vais pas trop en dire plus pour pas trop spoiler, mais il y a une scène où il se passe des trucs avec un cratère. Ouais, c'était bien, c'était pas mal cette scène. Ça là, c'est une qui m'a un peu fait d'accord. Ah, on est en Corée du Sud, c'est vrai. Voilà, c'est vrai, j'ai oublié. voilà. Tu lui mets quoi comme note ? Bah écoute, après notre discussion, je le vois un petit peu à la baisse. Désolé. À la base, je voulais lui mettre un 8. Un 8 sur 10. Ah oui, ça compte note sur 10, pas sur 5. Je suis T'es sur Letterboxd. Je suis Letterboxd. Donc ouais, à la base, je voulais mettre un 8 sur 10, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, le fait que c'est des choses qu'on a déjà vues ailleurs, en fait, me fait revoir un peu à la baisse, et donc je lui mettrais un 7 sur 10. Ok. Moi, je suis hésitante entre le 6 et 6,5 parce que je trouve que quand même visuellement, il y a des choses qui sont fortes et j'ai pas envie de le bâcher non plus parce que c'est pas un mauvais film comme je dis, hein, c'est vraiment aussi un ressenti de moi j'attendais peut-être des choses que j'ai pas eues et donc qui m'ont déçu. Mais 6,5, je vais être plutôt sur le côté voir le positif que le négatif. Donc Est-ce que tu veux nous recommander quelque chose ? Ouais, moi je veux recommander un jeu que je fais en ce moment, c'est Death Stranding 2. Je suis choc-barre. Je suis peut-être le dernier à le recommander, mais peut-être que tout le monde est déjà sur le nouveau James Bond ou sur Lego Batman qui sont plus en train de faire parler que de Death Stranding maintenant qui est, on va dire, passé de mode. Voilà, je me suis lancé dans Death Stranding 2. Après, un Death Stranding 1 que j'ai commencé, que j'ai trouvé très cool au début, mais que je trouvais ultra répétitif et donc que j'ai jamais terminé. Donc je suis allé voir des let's play pour avoir le fin mot du truc et puis découvrir ce qui se passait par la suite. Donc voilà, c'était un jeu. Je vais pas dire que j'étais resté à côté. Je parle du premier Death Stranding. Je suis pas resté à côté, mais c'est juste que le jeu en fait mettait trop longtemps à démarrer et mettait hyper longtemps à voir les premiers véhicules, les premières améliorations, tout ça. Et moi, j'ai pas trop le temps de jouer, on va dire. Donc moi, un jeu qui prend 8 heures pour démarrer. Ouais, c'était limite la durée du jeu que tu fais en total, quoi. Exactement. Donc moi, ça m'a un peu laissé côté. Donc j'y suis revenu un peu plus tard et finalement, j'ai laissé tomber. Donc let's play, j'ai vu la fin, tout ça, je connais l'histoire. Et donc le Death Stranding 2, je l'ai commencé parce que j'avais envie de me prendre une petite claque visuelle parce que les vidéos que j'ai vues, c'était assez troublant de beauté. Donc je me suis lancé dedans et finalement, j'en suis à 13 heures. Et je lâche plus le jeu. Il a écouté les gamers et là il allait vraiment à l'essentiel, donc le jeu va direct on va dire dans l'action, si je peux dire, même si c'est pas le but du jeu non plus, mais on va dire que les premières améliorations, l'évolution de l'histoire,
la scène d'intro, tout ça, qui met bien dans l'ambiance. Bah en fait c'est bien réalisé, ça va à l'essentiel, même si là je sens qu'il y en a pour au moins une quarantaine d'heures pour finir l'histoire principale. Enfin à mon échelle un peu. Moi je voyage beaucoup, j'explore à côté tout ça, donc il y a pas mal de trucs à faire, donc ça c'est super cool. Donc ouais voilà, moi c'est vraiment une claque. Death Stranding 2, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi prenant que ça. Je suis allé les deux pieds dedans, donc c'est parfait. Donc moi je vous recommande Death Stranding 2 à ceux qui l'ont pas fait ou ceux qui comme moi sont restés un peu sur leur fin sur le premier. Bah moi je vous conseillerais d'aller sur le 2 quand même parce que il a écouté les critiques et je trouve qu'il les a balayés et maintenant en fait le jeu va à l'essentiel et c'est super bien. Ok, très bien. En tout cas il est magnifique, hein. Moi j'ai pas joué mais les bouts que j'ai vus ça donne envie quoi. Voilà, à toi. Moi je vais recommander de la musique que mon frère qui vit en Australie m'a recommandé. C'est Baker Boy, c'est du rap aborigène australien. C'est trop bien. Ça met une patate le truc, c'est ultra rythmé et c'est génial. J'ai du mal à expliquer clairement pourquoi c'est bien. Apparemment c'est du rap qui est très engagé, mais comme je ne comprends pas ce qu'il dit, je peux pas vous garantir quoi que ce soit. Mais ouais, il a 2 albums et quelques singles. Il y a pas mal d'EP, des choses comme ça. Et en fait. Ouais, à chaque fois, ça met une bonne ambiance et on a envie de continuer à écouter, quoi. Je l'ai mis en boucle depuis 3 jours, c'est top. On mettra pas d'extrait parce que sinon on va se traquer sur YouTube. Voilà, puis parce que c'est important de respecter les droits d'auteur. Mais n'hésite pas à répéter le nom. Baker Boy. Donc Baker comme un pâtissier et Boy comme un garçon. Voilà. Ok, donc pour les noms... B-A-K-E-R, plus loin B-O-Y. Voilà. Baker Boy. Parfait, c'est mieux, Très je bien, pense, parce qu'il y en a, ils vont... Et l'album et single Curse sont trop bien. Très bien. Maintenant, je crois que c'est l'heure de piocher le pays dans lequel on va aller la semaine prochaine. Ouais, tout à fait. Alors, je reprends ma roue, notre nouvelle roue, qui va décider de notre destination. Et j'espère que tu as fait tes choix de films. J'ai fait mes choix de films. Ok, et bah écoute, je lance la roue. Ça met longtemps à rouler la roue, à tourner la roue. Et ce sera le Japon. Ok. T'es prêt à avoir mal un peu? Dis-moi. Tel père, tel fils. Ah, yes. Bah, tu as bien fait de le choisir parce que moi... Tu n'allais pas le remettre? Hein? T'allais pas le remettre? Non, c'est pas ça. Justement, je l'avais mis dans mes 3 films. Ah, ok. Ouais, j'ai beaucoup hésité à lequel j'allais mettre. Déjà, il y en a beaucoup que t'as vu toi et pas moi, donc le côté de forcément on va en mettre un de Koreeda qu'on n'a pas vu tous les deux. Je sais pas que c'est impossible, hein, mais en fait celui-là j'avais vraiment envie de le voir parce que c'est vraiment un qui t'a marqué où on avait beaucoup discuté dessus et tout. J'ai beaucoup hésité avec l'innocence. L'innocence, ouais. Mais il y avait le côté justement par rapport à la paternité que je trouvais intéressant, que j'avais envie d'aller explorer un peu, donc. Vu qu'il avait déjà développé le côté maternel et le côté, on va dire, familial. Ouais. Donc, ouais, maintenant, je pense qu'il va falloir... on va boucler la trilogie. Ouais, je pense. Donc, on va aller vers la trilogie Vengeance de Corée, c'est la trilogie familiale, paternité, parentalité plutôt c'est ça. Du Japon. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner, t'as bien fait parler de la trilogie. Le réalisateur de Concrete Utopia, c'est un pote, voire le bras droit de Park Chan-wook. Ah ouais? Il a été co-réalisateur sur Sympathy for Mr. Vengeance. Ok. Et il a travaillé avec Park Chan-wook sur son court-métrage dans True Extreme. Ok. Ouais, donc il a un peu de bagage. Ce qui se voit, hein, je veux dire, comme je disais, hein, c'est pas, ça se voit qu'il a du bagage, le petit gars, il sait ce qu'il fait, quoi. Voilà, donc petite parenthèse. Voilà. Oui, donc, du Koreeda, encore une fois. Ça va être bien. Non, mais c'est bien que tu l'aies mis, comme ça je vais pouvoir choisir un autre film dans ma liste, parce que celui-là, je l'avais mis dans cette liste-là. Donc il n'est pas tombé, maintenant c'est toi qui l'as choisi, c'est parfait. Parce que c'est un film que je voulais aussi te faire découvrir, de toute urgence. Ouais. Comme tu l'as dit, je t'en ai parlé tellement de fois que j'ai vu, après tous les Koreeda qu'on a fait pour le podcast, il fallait que tu le vois. Ouais. Pour que tu revois ton barème à la hausse ou à la baisse, mais tu revois ton barème de Koreeda. Oui, je pense que je pense qu'il va me mettre bien mal celui-là, mais... Oh, bien mal ou... Ouais... je dis rien. Ouais. Je dis rien. Mais je pense que je sais pourquoi je vais dans le mal. Mais moi, il m'a touché, en tout cas. Ouais, carrément. Et peut-être parce que le côté... De toute façon, moi, je trouve ce qui est très beau avec Koreeda, c'est qu'il arrive à te toucher, même si t'as rien pour t'identifier au personnage, en fait. Dans le sens où, des fois, il va te parler de personnages où t'as rien en commun avec eux,
mais t'arrives quand même à t'identifier et à être ultra touché et à te poser la question et à te faire réfléchir justement de qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là, comment je serais, comment je vivrais les trucs. Et c'est dans ce sens-là que je dis que moi je sais que ça va être super dur parce que c'est des thèmes que je trouve hyper intéressants, hyper durs et où je sais que je peux facilement aller dans le côté de comment qu'est-ce que je ferais à sa place, quoi. Tu vois. Ah non, je pense que tu vas te prendre ta petite claque. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu veux ajouter un truc sur tout ça ou... Fin. Voilà, et bah sur ce magnifique mot. Ciao tout le monde, portez-vous bien. Et j'ai envie de dire à la semaine prochaine, mais on garantit rien, mais à bientôt. Fin.